Bonsoir et bienvenue dans ce deuxième numéro de Sans mentir, une émission d'analyse et de décryptage des sujets qui font l'actualité du pays. Le dossier explosif de la reprise de l'usine de nickel de Vale sera ce soir au cœur des échanges. Après avoir perdu plusieurs milliards de dollars, le groupe brésilien a annoncé en décembre dernier son intention de quitter la Nouvelle-Calédonie. Un an plus tard, l'affaire n'est toujours pas bouclée. Au contraire, cette transaction étant en pleine période référendaire menace aujourd'hui de déstabiliser la Nouvelle-Calédonie. Barrage contre barrage, dégradation, jets de pierre et grenades lacrymogènes rythment le quotidien des Calédoniens. Pendant ce temps-là, la classe politique se déchire et le spectre de nouveaux événements est dans tous les esprits. Lundi, l'annonce du retrait de Correa Zinc a une nouvelle fois bouleversé la donne. Seule en lice désormais, l'offre du consortium calédonien et Trafigura a été signée. On vient juste de l'apprendre, mais ses opposants ont juré de lui barrer la route. Usine du Sud, le bourbier calédonien, c'est le titre de cette émission. Et avec nous pour en parler, Raphaël Mapou, secrétaire général du comité Rebounou et figure de proue de l'ICAN et du collectif Usine du Sud, Usine Pays. Bonsoir Raphaël Mapou. Joël Casarero, chef d'entreprise, leader du mouvement Construire Autrement et observateur averti de l'actualité calédonienne. Merci à vous. Bonsoir. Et Pierre Breténier, signataire des accords de Matignon et 15 ans vice-président de la province Sud. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, avant de commencer, un mot peut-être sur le climat quasi insurrectionnel qui s'est installé en Nouvelle-Calédonie ces derniers jours. La nuit a encore été extrêmement agitée et à l'appel d'Harold Martin, les loyalistes organisent maintenant la riposte. Le Premier ministre hier, Jean Castex, a dit à l'Assemblée nationale, les événements récents sont préoccupants. Raphaël Mapou, vous êtes préoccupé vous aussi? Écoutez, c'est une affaire qui n'a cessé de monter en intensité, puisque nous-mêmes, nous avons inscrit nos actions dans la durée. Et c'est vrai que depuis septembre, l'affaire a glissé, j'ai envie de dire. Jusqu'en septembre, on était dans le cadre d'un appel d'offres international dont les règles étaient à peu près clairement établies. Et depuis le retrait de LCR le 9 septembre, les règles, j'ai envie de dire, ne sont plus connues. Et c'est le manque de transparence totale qui s'est installé. Voilà. Mais sur la situation sur le terrain, on voit bien que parfois vous perdez aussi un petit peu le contrôle de vos troupes. Vous êtes inquiet, vous, des dérapages qui pourraient survenir, d'autant plus que maintenant l'autre camp a l'air de se mettre en face de vous également. Alors, on l'a dit lors de la grande manifestation du 30 octobre, on a dit on était en train de perdre la main. Parce que tant que la discussion était conduite par nous, pour ainsi dire, qu'on avait une chance d'aboutir, on avait la maîtrise de la situation. Après cela, on a dit, j'ai clairement dit que là, on a perdu la main. Il fallait, s'agissant du devenir de la Nouvelle-Calédonie, d'un dossier important, il fallait que le FLNKS et les politiques prennent la main et discutent sérieusement sur le sujet. Oui. Donc, on n'a pas perdu la main puisqu'on a passé la main. On s'est dit... Vous avez passé la main en politique. On a passé la main en politique, voilà. Pierre Breténier, vous qui avez connu la période des événements, qu'est-ce que vous pensez du contexte actuel? Vous sentez que les choses sont en train de se mettre en place comme dans les années 80? Voilà, vous avez parlé du spectre des événements de 84-88, mais c'est pas le spectre. Nous y sommes là. Nous y entrons dans ces événements-là. Et ce sera très difficile d'en sortir parce que ça n'est plus une question rationnelle. C'est une question purement idéologique qui est posée. Parce que si on réfléchit avec la raison, et non pas seulement avec l'émotion, avec la raison, on s'aperçoit que on est au-devant d'une catastrophe terrible. Il faut savoir que si l'usine de Vale ferme, c'est 3000 familles qui vont se trouver complètement démunies. Et au-delà de ça, ces familles payaient des impôts, elles payaient des cotisations sociales à la CAF. Alors, on reviendra tout à l'heure sur les enjeux économiques et sociaux. Je voulais simplement parler du contexte sécuritaire en Calédonie. Oui. C'est pour vous expliquer que c'est extrêmement difficile de résoudre ce problème. Donc pour vous, on est enclenché, on est sur un toboggan qui nous mène vers de nouveaux événements? C'est en tout cas le risque, et il faut pouvoir y répondre. Donc il y a l'État, évidemment, qui est le premier responsable de la sécurité civile, de la paix civile, de l'ordre public. Et je pense que le haut-commissaire, s'il n'en a pas encore tous les moyens, pourra les avoir de l'État, puisque l'État soutient le nouveau projet. Mais s'il ne l'avait pas, il faudra bien
que les partisans de M. Mapou trouvent en face de lui les partisans de Vallée, de l'usine de Vallée et de la Nouvelle-Calédonie dans la France, qui sont, je rappelle, quand même majoritaires, notamment et surtout en province sud, là où se trouve l'usine. Alors, on va revenir au tout dernier événement de ce long feuilleton de l'usine. L'offre avec le consortium Trafigura et le consortium calédonien a été signée. On a reçu le communiqué cet après-midi de Vallée. Donc, ça y est, c'est fait. Raphaël Mapou, votre réaction? Écoutez, on avait l'espoir jusqu'à ce fameux tour de table organisé par l'OCR sous l'initiative du ministre, tour de table qu'on avait sollicité quand même lors de sa venue, et qu'il a mis plus d'1 mois à mettre à exécution. Donc on avait l'espoir que une discussion intelligente se ferait autour de 2 projets concurrents. Aujourd'hui, il ne reste qu'un projet, officiellement pour Vallée. Qui est conclu. Et peut-être pour l'État. L'autre projet ayant disparu, j'ai envie de dire, la question qui se pose pour nous aujourd'hui, c'est comment on fait. Et j'ai envie de dire, on se retrouve face au projet qu'on ne voulait pas. Vous avez dit Trafigura ne mettra pas les pieds ici. Voilà. Et donc nous, je ne sais pas comment on va faire, parce que aujourd'hui, la pression est des politiques. N'importe comment, seule une discussion politique intelligente permettra de sortir de là. Mais nous, j'ai envie de vous dire, nous n'accepterons pas d'être les perdants de l'histoire. Ça, il n'en est pas question. Joël Casarero, vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle qui vient d'être annoncée avec la conclusion donc de l'offre du consortium calédonien et international? Juste pour rebondir, Oui. on peut qu'appeler au calme, hein, et il faut pas, surtout bien dire qu'il faut pas mener des combats qui sont pas les vôtres. C'est-à-dire qu'il faut pas se diviser sur des choses qui n'ont rien à voir avec les enjeux des institutions. C'est autre chose qui se joue. Alors après, on peut avoir une lecture mêlée, mais il faut bien savoir que c'est des intérêts privés au début, hein, qui sont là, avec bien sûr des intrications au niveau environnemental, etc. On aura l'occasion d'en parler, mais il faut pas se tromper de combat. Voilà. Mais est-ce que même sans se tromper de combat, vous considérez que le consortium donc qui a conclu l'accord avec Vallée est quelque chose de solide et qui est plutôt une bonne nouvelle et une offre qui tenait la route, solide comme ça a été présenté jusqu'alors? Alors, le problème, c'est que je détiens pas toutes les informations, encore une fois. D'après ce qu'on en sait. Voilà, d'après ce qu'on en sait, je sais pas non plus si l'État a signé sa participation ou pas. Donc ça, c'est un point important. Hein. C'est en fait rien ne se fait au nickel s'il n'y a pas la participation de l'État. Donc c'est l'État en fait qui est quelque part l'arbitre, hein, que ce soit au niveau des échanges, des achats de sociétés. Donc ça, c'est vraiment la position de l'État. Moi, je pense que là-dessus, il faut vraiment être clair. C'est qu'est-ce que veut l'État? Et c'est à partir de ça où si l'État veut cette solution, voilà. L'État l'a dit. Jean Castex l'a redit. Tout à fait. À l'Assemblée nationale. Voilà, maintenant c'est de savoir que Pierre Bataigny disait qu'il y a 3000 familles, effectivement, c'est un enjeu aussi social, mais il faut aussi savoir qu'il y a, moi je dirais qu'il y a aussi la SLN derrière, hein. Si on met 200 millions, voilà, c'est ça. Et ça, c'est vraiment aussi les enjeux, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver des équilibres. Donc là aussi, il y a des problèmes qui se jouent au niveau local, mais au niveau global aussi. Alors là, l'affaire semble, si on veut faire, qu'est-ce qui vous dérange vraiment dans cette offre, Raphaël Mapou? C'est l'avenue de Trafigura, c'est les interrogations sur la participation des Calédoniens. Qu'est-ce qui vous gêne vraiment? Alors, c'est un projet monté de toutes pièces, que j'ai l'habitude d'évoquer, puisque je l'ai dit tout à l'heure, depuis le 9 septembre, l'appel d'offres, l'appel d'offres n'est plus, pour ainsi dire, respecté. D'ailleurs, la Banque Rothschild nous l'a dit, on a raisonné d'une manière pragmatique. Ils ont consulté trois offres, et comme par hasard, c'est celui de monsieur Antonin Bellier qui est sorti en tête. Et comme par hasard, il est allé chercher Trafigura. Alors, si vous voulez, entre le 9 septembre et le 20 octobre, où il fait l'offre, il s'est passé beaucoup d'eau. Donc,
Ce qui nous gêne aujourd'hui, c'est le modèle économique de ce projet. Pour nous, nous n'avons pas encore accepté l'exploitation de minerais. Je rappelle quand même que à l'époque où on discutait de la nouvelle politique industrielle, après la signature de l'accord de Nouméa, ce qu'on disait, c'est l'argument essentiel qui a été évoqué pour l'usine du Sud, c'est la construction d'une usine dans le Sud pour réaliser la plus-value au niveau local. Ça a été le même raisonnement pour l'usine du Nord. Or, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a 2 ans, en 2018-2019, on est à 260 000 tonnes de nickel métal exporté. Sur les 260 000 tonnes de nickel métal exporté, il y en a 80-90 000 qui sont produits par des entreprises calédoniennes. Le reste, c'est de l'exportation. Et donc, je veux dire, on a beaucoup varié au niveau politique, on a beaucoup varié dans la philosophie qui nous anime concernant l'exploitation. Donc, moi, à la limite, j'ai du mal à comprendre qu'on est parti sur un modèle donné pour l'usine du Sud et que suite à l'échec d'un industriel, en l'occurrence Vallée, on remet en cause ce modèle. Alors que ce modèle a fait l'objet des aides de la Nouvelle-Calédonie et des aides de l'État. C'est marqué dans tous les rapports. C'est un projet qui devait rapporter au minimum, qui devait rapporter plus de 800 millions de dollars par an. Donc c'est le redimensionnement de l'usine qui... Le redimensionnement de l'usine, pour nous, n'est pas sérieux, n'est pas sérieux. Ça n'est pas viable économiquement. Ne vous convient pas. Pour revenir sur l'actionnariat, Pierre Breténier, il y a 50% de parts calédoniennes dans le projet qui est fait. Vous qui vous êtes toujours opposé à ce que les institutions prennent des parts de capital dans les usines. Est-ce que là, pour le coup, ce modèle-là vous satisfait? Pas complètement, exactement pour la raison que vous donnez, parce que M. Mapou parlait des usines, de ce qu'elles n'ont pas produit, etc., et de doctrines qu'on aurait changées. Eh bien, celle qu'il aurait fallu changer, qu'il faudrait encore changer, c'est la doctrine de la province Nord. C'est la doctrine de Sophie Nord, qui a été un échec terrible. Oui, alors Non. Vous n'allez pas à chaque fois me dire que je parle d'autre chose. 51%, oui. C'est une catastrophe. Quand vous prenez 51% d'une société, et c'était déjà dit par Madame Dutilleul avant même que l'usine du Nord soit construite, prenez un minimum de participation. Parce que sinon, certes, vous allez partager des dividendes, mais si l'usine perd de l'argent, vous allez partager les pertes. Or, c'est ce qui est arrivé. Et KNS, maintenant, doit 1200 milliards. C'est la seule usine qui ne demande pas d'argent. Vallée s'en va et la SLN est dans un état catastrophique. Si on veut, celle qui est dans le moins pire état des 3 usines, malgré tout, c'est celle de Glencore, non? Non. Celle de Glencore, oui, c'est la pire. Non, les Glencore ne part pas. Mais Glencore ne part pas. Mais Glencore perçoit perçoit pas directement, mais est créancier de l'intérêt des dettes de KNS à raison de 5%, 40 milliards par an. Vous comprenez? 40 milliards par an, c'est le budget de la province Nord. Donc c'est un échec absolument total. La seule chose qui est intéressante dans l'usine du Nord, c'est ce que M. Mapou appelle la plus-value, en fait la valeur ajoutée en réalité. Mais la valeur ajoutée, ça n'a jamais été des dividendes, de toute façon. Les gens se trompent complètement. La valeur ajoutée dans une entreprise, pour la collectivité, ce sont les salaires versés, ce sont les emplois créés, ce sont les impôts payés par ses salariés, par les sous-traitants, les cotisations sociales payées à la CAFAT, etc. C'est ça l'intérêt d'une entreprise. Et la collectivité publique, elle n'a pas entré dans le capital pour ça. Alors, pourtant, elle a le droit fiscal, elle a le droit social, elle a le droit environnemental. Oui, je l'ai pas dit? La fiscalité, évidemment. Oui. Et elle peut aussi percevoir des redevances foncières, des royalties, etc. Voilà le rôle de la puissance publique. Et l'entreprise privée a intérêt à obéir à la puissance publique. Tandis que si la puissance publique est dans le capital, dans une trop forte proportion... Donc là, dans le consortium Calédonia Trafigure, on va quand même vous ramener au sujet d'actualité. Il y aura un conflit d'intérêt entre la collectivité publique
et l'entreprise, comme ça se passe dans l'usine. Et donc là, il est question que Promosud et la SPMNC soient pratiquement 20% du capital. Donc là, c'est bien ça qu'on fait. Oui. La Province Sud va être endettée. Je veux dire, c'est un modèle du coup qui ne vous satisfait absolument pas ce qui est proposé. Je dis pas absolument pas, parce que c'est quand même mieux que le modèle doctrine. Pourquoi c'est mieux? Pourquoi c'est mieux? Parce qu'il y a moins de collectivités publiques dans le capital, c'est-à-dire moins de participation des contribuables. Oui, mais il y a la même ambiguïté. C'est-à-dire au niveau environnemental, au niveau... Non, c'est pas la même. Puisque vous êtes à la fois juge et partie, vous allez dans mon sens, en fait. Exactement. Moi, je partage cette vision-là. Oui. Je pense qu'effectivement, une collectivité, elle n'a pas forcément avoué être stratège. Elle a voué à faire de la réglementation. Et elle peut percevoir l'impôt, elle peut percevoir les taxes, etc. Mais quand elle a les deux pieds, et c'est ce qui se passe aussi dans le modèle du Sud, elle va avoir les deux pieds. Voilà, c'est exactement. Ce que je veux dire. Oui, mais ce sera moins. Voilà. Mais non, au niveau environnemental, elle sera à la fois juge et partie. C'est pas la même chose d'avoir 20% que d'avoir 51%. Quand même. Ah bah au niveau environnemental, c'est exactement la même. La responsabilité est la même. Est-ce que c'est les salariés, la compagnie financière, l'investisseur qui va priver? Moi, je suis favorable à ce que la collectivité publique est le moins possible. Exactement. Seulement, pourquoi Madame Baquet, je crois avoir compris pourquoi elle a fait ça, c'est pour essayer de trouver un terrain d'entente avec les coutumiers, avec les populations, etc. Elle l'a pas trouvé malheureusement, mais c'est ce qu'elle a cherché à faire. Elle a dit bon, ok, vous voulez qu'il y ait des intérêts calédoniens, mais on va faire en sorte que ce soit pas que des intérêts publics. Pour pas que ce soit une entreprise publique, il faut que ça reste une entreprise privée. Donc elle a dit, on va prendre la société civile. Alors j'entends dire les indépendantistes comment, mais non, nous on veut le public, ça. Mais les mêmes dire, il faut que les capitaux calédoniens restent en Calédonie. Alors voilà une occasion. Allez-vous investir dans cette usine? Vous allez investir je ne sais pas si je vais t'appeler comme investisseur. Je sais pas. C'est ça, c'est ce qu'il a dit. Si j'étais appelé pour une somme qui convient. Ça vous inspirerait confiance de mettre de l'argent là-dedans? Ça dépend où M. Mapou sera arrivé de ses actions. Mais je pense que oui, j'aurai confiance, parce que j'ai confiance quand même en l'État et à la capacité des Calédoniens à résister. Plus sérieusement, Raphaël Mapou, revenons justement à cette partie calédonienne de l'investissement. C'est vrai qu'il y a donc une partie publique de l'ordre de 20%, et puis une compagnie financière de Prony qui aura aussi 25%, dans laquelle sera présente Monsieur Barrier. Est-ce que dans ce montage que vous avez mis en cause plusieurs fois, qu'est-ce qui vous dérange aussi? Non mais écoutez, c'est pas le même contexte, l'usine du Nord et l'usine du Sud. Donc je parlerai moins de l'usine du Nord, mais ça fait plus de 30 ans que je suis ces questions de politique minière, et je trouve que l'intérêt de l'usine du Nord, c'est d'avoir proposé un nouveau modèle. Je résume, c'est quoi le modèle? Le modèle, c'est que jusque-là, la réglementation minière, tout ce qui est code minier, etc., avait tendance à considérer que la richesse contenue dans les réserves de nickel n'ont pas de valeur, mis à part le titre qu'ils représentent pour un exploitant industriel qui vient de l'extérieur, qui amène son savoir technologique et ses finances. Là où le modèle il change aujourd'hui, c'est l'exemple de la province Nord, avec Sofinor, avec KNS et POSCO, c'est que pour la première fois, on valorise la richesse contenue. On valorise, c'est-à-dire on rend monnayable. Puisqu'on raisonne dans le capital d'une société, on parle de ressources de capital. Donc on rend monnayable une ressource contenue. L'usine du Sud aujourd'hui, c'est combien? C'est 8 millions, 10 millions de tonnes, ça représente combien d'années d'exercice? C'est pareil que l'usine du Nord. Et donc, ce nouveau modèle permet de négocier du financement concernant nos usines, mais on ne peut pas faire partout. On le fait dans ce domaine, comme on le fait dans le domaine des hôtels. Les hôtels sont installés dans des espaces qui ont la vocation à accueillir les touristes, qui sont intéressants. Et au nom de l'environnement naturel qu'on propose aux hôteliers, eh bien, qu'est-ce qu'on monnaie? On monnaie une prise de participation dans le capital, etc., et un intéressement au profit. Dans l'usine du Sud, pour revenir à l'usine du Sud, là où on a trouvé scandaleux, ce que je trouve scandaleux,
c'est qu'on a un industriel qui a payé pratiquement 1000 milliards. Il y a un patrimoine minier, non seulement minier, mais industriel qui est là. Pourquoi voulez-vous que ce soit des privés, même les 23% de salariés, pourquoi voulez-vous qu'on donne à des salariés qui ont déjà leur salaire, etc., et on donne à des privés, et on donne à quelqu'un d'étranger, on donne à LCR par exemple, maintenant on veut donner à Trafigura, ce patrimoine-là qui est quelque chose, qui est un actif qui est là. Pourquoi, justement, on ne raisonnerait pas autrement, suivant un autre modèle? C'est ce que nous défendons comme logique. Voilà. Alors, là où je rejoins tout à fait M. Mapou, c'est qu'en fait, il y a un gros problème en Calédonie, c'est que chaque fois que les tonnes de nickel partent, le bien commun n'est pas redistribué, la valeur n'est pas redistribuée. Et là, il y a un problème au niveau de la fiscalité. D'accord. Bon, on sait historiquement comment elle a été construite, la fiscalité. Aujourd'hui, on a un réel problème, c'est-à-dire que de plus en plus, les opérateurs métallurgiques demandent des dérogations pour exporter du minerai. Or ça, c'est de la perte sèche pour la collectivité, pour les collectivités, hein, voilà, la collectivité en général. Mais... Et ça, effectivement, il y a quelque chose de frustrant en disant, ça part, mais il n'y a pas de valeur en fait. C'est la fameuse question de la redevance minière dont on entend parler depuis bientôt 40 ans et qui n'a jamais abouti, alors que ça pourrait être une solution. Oui, bien sûr, mais il se fait que... La terre est grave. Mais chercher des impôts au moment où toutes les entreprises sont dans une crise terrible, où nos 3 usines sont en difficulté, c'est maintenant qu'on pense à une redevance minière. Il y a longtemps qu'il aurait fallu l'imposer, cette redevance. Maintenant, je dirais, il y a 15 ans. Donc, maintenant, c'est complètement, ça me paraît ridicule. Qui empêchait les élus de... On peut parler du passé, si vous voulez, on peut parler de l'histoire. C'est vous qui en parlez, vous dites maintenant. Oui. Et maintenant, il est trop tard. Je peux en parler. Mais est-ce que ça va être utile? Voilà, c'est ça. Non, moi j'aime bien être utile. Le problème est là, même si on ne va pas le résoudre. Mais non. Le problème, il est dans la doctrine nickel de la province Nord, dont on reparle M. Mapou. Donc je répète, je m'excuse de le dire, c'est pas du profit que fait l'usine du Nord, ce sont des pertes abyssales qui ne pourront jamais être compensées, jamais. Pourquoi? Parce que 1200 milliards, c'est impossible. Impossible, même si l'entreprise faisait, par miracle, 10 milliards de profits par an, par miracle, elle n'a encore jamais fait, il y a un four sur deux qui fonctionne. Eh bien, il lui faudrait 100 ans pour rembourser avant de percevoir un dividende. Donc, tout ce dont vous parlez, ça n'est pas une réalité, c'est une philosophie, c'est une doctrine, ça ne repose sur rien. D'accord. Non, ce que vous ne savez pas, c'est que tout ça, c'est lissé sur, je ne sais pas combien de temps, j'ai pas plus d'éléments, mais c'est lissé sur 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais dans 50 ans, il n'y aura plus de nickel. Non, faut pas raisonner comme ça. Si Glencore a investi, c'est pas vous ni moi qui sommes en mesure de dire quels sont les intérêts de Glencore là-dedans. Et donc là, les gens raisonnent sur les gens comme Glencore raisonnent sur 50 ans et plus. Alors, ça, c'est quand même ça comme... Effectivement, pour rebondir, en fait, on va avoir exactement le même modèle dans le Nord que dans le Sud si Trafigura continue son exploitation. Pourquoi? Parce que les traders, ce qu'on appelle, ils intègrent verticalement maintenant. C'est-à-dire qu'ils opèrent, enfin, généralement, ils sont joints dans des entreprises au niveau de l'opérateur de la mine, et eux, ils négocient, en fait, au client final. Et la vraie valeur, elle est dans le maillon final entre le client et le trader. C'est là où on crée de la vraie valeur. Autrement, quand vous avez une société qui a juste une participation même minoritaire, hein, surtout minoritaire, elle peut en fait créer de la dette, c'est-à-dire faire perdre de l'argent à son opérateur minier, mais elle en gagner. Donc tu gagnes à tous les coups, tu crées de la dette, effectivement, d'où le service de la dette où tu es toujours gagnant. Et voilà, et c'est le modèle Trafigura. C'est le modèle Trafigura en plus petit, mais c'est exactement le même. Le seul échelon où la Nouvelle-Calédonie pourrait gagner de l'argent, c'est bien au niveau de l'impôt et de la fiscalité. Finalement, c'est la seule arme qu'elle a en main. Mais oui, c'est pas la participation capitale. Mais le problème en Calédonie, c'est que on ne fait ni l'un ni l'autre avec efficacité. Sauf que Trafigura, on ne sait pas la marge qu'il prend pour mettre sur le marché. Vous connaissez sa marge? On ne sait pas. Je ne sais pas. On ne sait pas sa marge. 2,5%, dites. Ça reste à voir. Ça reste à voir. Non, mais Monsieur Mapou, le Koniambo, le nickel sera épuisé, que KNS n'aura pas remboursé sa dette. Et que la SLN sera fermée peut-être.
Mais pourquoi vous dites ça, la SLN? Parce que c'est ce qui circule. Joël, moi, je voudrais quand même parler 2 minutes de la SLN, qui est toujours critiquée, et qui est la seule entreprise qui a gagné de l'argent, qui est la seule entreprise à qui on a reproché d'avoir distribué 100 milliards de dividendes via la SLN. C'est la seule entreprise profitable actuellement, alors qu'elle ne soit pas en forme. C'est évident, et qu'elle soit encouragée par toutes les manifestations à ce qu'Eramet éventuellement investissent ailleurs, c'est la vérité. Mais à l'heure actuelle, la SLN est l'entreprise la plus rentable des trois. Voilà. Et la plus polluante. On parlera de l'environnement après. Revenons juste sur l'événement donc précédent de ce dossier de l'usine du Sud, qui a été le retrait de Corea Zinc, qui a pris un petit peu quand même tout le monde de court. Dans un communiqué, la Sofinor a indiqué, après avoir porté depuis près de 10 mois un projet résolument calédonien, il se retire avec regret. Est-ce que, Joël Casarero, vous avez été surpris par cette rétraction, ou est-ce que la réserve, la discrétion de Corea Zinc jusqu'alors, finalement, vous avez un petit peu mis la puce à l'oreille? Alors, pour être honnête, là, j'ai aucune information, donc je peux raisonner bien sur des éléments que j'ai pas. Mais là, honnêtement, j'ai vraiment eu aucun élément probant pour dire pourquoi, comment, ce qui s'est passé. Enfin, je sais pas si vous en avez d'autres. Raphaël Mapou, vous avez mis à plusieurs reprises en cause l'activisme diplomatique français qui aurait fait pression sur Séoul. Vous maintenez? Alors, moi, je vais vous parler de la séquence de la signature du compromis du 4 novembre à 3h du matin. Quand on a signé le compromis du 4 la table ronde au Saria, on l'a signé parce que Madame Baquez nous a dit, écoutez, à 5h, 6h, je discute en vidéoconférence avec Vallée Toronto, Vallée Monde. Voilà. Alors j'ai posé la question, Madame, qu'est-ce que vous allez leur dire? Elle a dit, je vais leur proposer de retarder, de renvoyer l'échéance de signature, les fameuses signatures qu'on entend aujourd'hui. Et j'ai demandé à participer à la vidéoconférence. Dit, on veut être de bonne foi, nous on est de bonne foi. Je veux participer à la vidéoconférence. Donc c'est ça pour dire quoi? Pour dire que je l'ai dit aussi, je l'ai dit, parce qu'on n'a jamais mandaté ni la province sud, ni Vallée Monde à contacter Corea Zinc. Ça n'a pas de sens. Dans le cadre d'une concurrence entre entreprises, ça n'a aucun sens. Et donc, c'est l'un des principaux critiques qu'on a fait quand on s'est revu samedi. Vous avez plombé automatiquement le projet coréen Sofinor. De quel droit? Parce que la première lettre, elle était signée, en plus, le projet de lettre était signé d'Antonin Berry. Après, discussion qu'on a eue, le samedi, c'est Vallée Monde qui aurait signé la lettre. Et vous comprenez bien l'état d'esprit dans lequel tout ça se passe. Il y a vraiment un problème entre ces grands industriels, mais je veux dire... mais vous battez que la France a pu faire pression sur Séoul pour qu'elle se retire de ce dossier calédonien. Sur quoi vous vous appuyez pour dire ça? Le ministre des Outre-mer l'a lui-même dit. On a plusieurs fois contacté Séoul. Oui, c'était pour prendre contact avec Corea Zinc. Prendre contact avec Corea Zinc. Mais de quelle autorité il va prendre contact avec Corea Zinc? Il y a un accord de partenariat avec Sofinor. Quand un ministre dit je vais contacter le concurrent de l'autre concurrent, le concurrent de l'autre projet là, pour nous c'est pas concevable. C'est pas des interventions. En plus le projet il était au stade 1. On n'est pas au stade 2 de la Oui, la fameuse due diligence à laquelle... Ah oui, on est au stade 1. Le stade 2, c'est là que les discussions peuvent s'ouvrir. Et quand on a des partenaires de ce type-là, il faut pas n'importe quoi. On aurait été en stade 2, ils auraient été retenus pour la due diligence, il n'y a pas de souci, il y aurait des discussions.
Parce que c'est prévu. Vous pensez qu'il fallait laisser un peu plus d'air que 2-3 jours, effectivement, pour laisser... Bien sûr. Pierre Bretonnier. Je crois, je ne suis pas à la place de l'État, mais je crois que l'État est intervenu simplement parce que Corrèze-Zinc était absent. Aucune réponse, rien. Même pas par l'intermédiaire de Sofinor, on ne savait pas. Tout ce qu'on savait, c'est que la banque Rothschild avait refusé l'offre parce qu'elle n'avait pas de garantie financière, ni de garantie environnementale. Voilà, ça avait le refus. Et puis on attendait de voir la réponse de Corrèze-Zinc, qui n'est jamais arrivée, ou qui est arrivée la veille, je sais pas quoi. Et donc, on a voulu, le ministre a dit, bon, bah, on va contacter Corrèze-Zinc. Vous pensiez que c'était du bluff, peut-être, pour Corrèze-Zinc? Vous pensez qu'il y avait peut-être du bluff de la part de Corrèze-Zinc? Vous ne considérez pas que c'était... Ce que je crois, c'est que personne, aucune entreprise va vouloir s'associer à Sofinor. Quand vous avez une entreprise qui perd des milliards, parce que Sofinor, on parlait des hôtels, un seul hôtel qui ne perd pas d'argent. La plupart des hôtels sont au bord de la faillite, en état de cessation de paiement. Pareil pour l'aquaculture. Ceux de Promo Sud aussi. Non. Non, on va pas discuter de Promo Sud, mais ça n'a rien. Mais les hôtels de Promo Sud ne sont pas en meilleur état, c'est ça que je veux dire. Je veux dire, c'est tout. Mais attendez, Promo Sud, je veux bien qu'on parle, de Promo Sud. Je suis pas élu de la province Nord. Je suis pas élu de la province Nord, donc je vais pas faire cette discussion autour de Sofinor, de province Nord. Moi, je vais parler quand même. Attendez, terminez rapidement. Aucun industriel, aucune entreprise ne va s'associer à Sofinor. Faut pas me dire pour me mettre Promo Sud, qu'est-ce que ça va voir là-dedans? Non, c'est parce que vous parliez des hôtels. Oui. Ah bah les hôtels, moi je peux vous donner la plus grosse. Non, on n'est pas là pour parler de tourisme. C'est vous qui en avez parlé. J'en ai parlé pour expliquer qu'il n'y a aucune entreprise de Sofinor, aucune Sofinor ou Noravenir qui fasse des profits. Maintenant. Qui n'ont jamais fait de profit. Pratiquement aucune, elles sont toutes au bord de la cessation de paiement. Ça veut dire, non, mais attendez, je ne veux pas me faire couper à chaque fois. Qu'est-ce que vous Je ne veux pas me faire couper à chaque fois. Non, mais attendez. Attendez, on laisse terminer Pierre Bretonnier, je vous passe la parole, Raphaël Macou après. Raphaël, je réponds dessus après. Allez-y. Répondez après, vous serez gentil. Allez-y rapidement. C'est une société Sofinor à laquelle personne ne s'associera. Parce qu'elle-même a la SMSP dans son actionnariat, pour 87%, et que la SMSP est endettée à 1,2 milliard. Que par ailleurs, toutes les autres entreprises de Sofinor, que ce soit dans le secteur hôtelier, agronomique, aquacole, etc., perdent toutes de l'argent, par milliards. Et que la Sofinor, et notamment, doit notamment de l'argent à la FD, à la BPCE, etc., pour des milliards. Voilà cette entreprise qui dit, moi, je vais acheter une usine dans la province sud. Elle n'a pas un copec, elle n'a pas un sou, elle n'a que des dettes. Et en plus, elle n'a aucune compétence en province sud. Qui donne les autorisations? C'est la province sud, c'est pas la province nord. Encore moins Sofinor. Donc, je vois pas comment Corrèze-Zinc ou n'importe quelle entreprise du monde dirait je vais m'associer à une entreprise endettée qui n'a aucun pouvoir pour exploiter ou acheter une usine dans la province. Alors, on va laisser répondre Raphaël Macou maintenant. Oui, il y a beaucoup de mauvaise foi là-dedans. Ah bon? Parce que tu n'as pas suivi le dossier. Ça montre bien. Nous, on a fait des exposés au Congrès. Ah, les exposés. On a fait des exposés au Congrès. Au Congrès, les élus ont demandé les lettres d'accréditation et les lettres d'engagement. Ça dit donné au Congrès. Je veux bien que tu défendes Trafigura, mais Trafigura n'amène que 2,5 milliards dans cette affaire. Là où Corrèze-Zinc était prévu, affiché au Congrès, 20 milliards plus 20 milliards pour les déficits. Jamais, j'ai vu ça, jamais, à part la Sofinor qui en a parlé, Corrèze-Zinc n'en a jamais parlé. De toute façon, c'est l'État et Vallée qui, essentiellement, les je vais dire, écoutez, moi, j'ai pas vu le rapport que Bercy aurait produit sur Trafigura, sur l'offre Trafigura, Burier, là, que je qualifie comme ça. Celui-là n'est pas sorti. Moi, pour moi, ça, on dit que l'État a expertisé, je ne sais pas, l'État a expertisé quoi? Le partenaire calédonien n'existe pas, il n'y a personne dedans pour le moment. Là, c'est marqué sur le papier. La transaction proposée est subordonnée à la satisfaction des conditions préalables. Tu connais qu'est-ce que ça veut dire, conditions préalables? Moi, je ne sais pas. Ce que je sais, les conditions préalables, c'est l'actionnariat local. Qu'est-ce qu'il représente? Est-ce que les populations locales sont représentées? Puisque les populations locales sont les partenaires du projet de l'usine du Sud tel qu'il est aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont représenté?
Donc on va bien voir les conditions préalables. Il faut vous présenter. Pour moi, c'est pas acquis. Pour moi, c'est pas acquis. C'était justement pour l'actionnariat local, moi je trouve que c'est toujours très très risqué de drainer de l'épargne publique pour investir dans des projets qui sont à risque. Pourquoi? Parce que pour être investisseur, il faut être ce qu'on appelle investisseur avisé, c'est-à-dire qu'il faut connaître la règle, enfin la loi entre le risque et la rémunération. C'est pas parce que l'usine a des milliards que vous allez gagner beaucoup d'argent. On peut en perdre. Et ça, l'actionnariat populaire, normalement, il faut être agréé par les marchés pour pouvoir investir. Mais il faut être avisé. Oui. Attendez, j'imagine que ce sera pas un actionnariat populaire. Si, sauf s'il est aidé. On a quand même annoncé 23% d'actionnariat salarié. Oui, mais attends, les salariés, mais ça va être une société, évidemment, qui va être constituée avec l'appui d'organismes financiers, avec des banques, etc. Alors, c'est pas populaire. Alors, c'est pas populaire. Bien sûr, c'est pas populaire, au sens que chacun va pas avoir sa petite action. C'est impossible. C'est ce qu'on nous présente. Il faudrait faire moi, l'actionnariat populaire, ça a une qualification. Oui, mais enfin, non, mais c'est bien comme ça qu'on nous a présenté les choses. Non, je crois pas. Non. Ou alors, vous n'avez pas bien compris. On a mal compris. Ils ont peut-être appelé ça actionnariat populaire, mais pas au sens juridique du terme. Et ouverture aux communes, aux coutumiers. Oui, mais tout ça, ça va être un genre de consortium, enfin, une société qui va être formée. Et qui paiera alors. Pour le moment, c'est une fiducie. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Dans Sofiler, on sait ce qu'il y a en tous les cas. C'est zéro, néant. Pas de gisement, pas de sous, rien. Qu'une doctrine. Écoute, on en reparle dans 10 ans si on est encore là, ok? Ah bah Sofiler... Non, on arrête de parler de Sofiler, on en reparle dans 10 ans. Non, mais il faut parler quand même c'est la vie. Écoute, une expérience qui a échoué. Écoute, moi je veux bien, mais sur tous les modèles qu'il y a en Nouvelle-Calédonie, les modèles ne marchent pas. Écoute, cette usine, c'est quand même vous qui l'avez montée, cette usine. Mais vous nous avez promis quoi? Vous nous avez promis une usine de production d'hydrométallurgie, 60 000 tonnes, 4 000 tonnes de cobalt. C'est ce que vous nous avez promis. C'est vrai que le modèle Vallée n'a pas marché, puisque 20 ans après, ils jettent l'éponge et ils partent. On est 20 ans après. Mais le marché... Attends, on est 20 ans après. On est 20 ans après. Monsieur Mapou. On est 20 ans après. C'est ce que vous nous avez promis. Mais non, mais ce qu'on a promis, c'est pas des tonnes. C'est 60 000 tonnes. Est-ce que je peux répondre ou il manque... D'accord, mais laissez parler, monsieur Mapou. C'est 60 000 tonnes, 4 000 tonnes de machin. Vous nous avez promis un tuyau dans la mer. On a lutté contre ce tuyau. Ils ont été obligés de construire un bassin de résidus. Je connais bien le dossier, Pierre. Je connais bien le dossier de l'usine du Nord. Je connais bien le dossier. Non, je parle de l'usine du Sud. Je parle de l'usine du Nord. Donc, l'échec le plus patent, on a fait construire un bassin de résidus. Ils se sont rendus compte qu'un investissement de 50 milliards ne va durer que même pas une dizaine d'années. Et là, aujourd'hui, tout le monde se dans la merde. Ils voulaient envoyer les résidus dans la fosse minière. On a été contre, on a fait expertiser par Ineris, etc. On parle d'écologie, là. On parle de l'usine du Sud. On parle de l'usine du Sud. On sait bien qu'il y a énormément d'aspects environnementaux dans l'usine du Sud. Attendez, vous m'avez parlé, chère Claudine, vous m'avez parlé, et aussi monsieur Mapou, de l'échec de l'usine du Sud. Je voulais me dire, que l'échec le plus patent, c'est celui de l'usine du Nord. Mais vous n'allez pas dire que c'est une réussite. Mais enfin... C'est quand même terrible. Alors terminez, allez-y. Je vois que ça vous gêne. Hein. Pas du tout. L'usine du Sud ne marche pas parce qu'elle est bloquée par vos partisans. C'est pour ça qu'elle ne marche pas. Alors, allez-y, on laisse terminer puis renseigner puis on passe à notre thème. Vous parlez de tonnes de nickel, de métal, etc. Bien sûr, on peut parler de cette technique-là, mais c'est pas ça l'important pour une collectivité. C'est qu'il y a une usine avec des salariés et des sous-traitants. 3000 au total, 3000 familles qui travaillent à Vallée. Et que les partisans de M. Mapou veulent voir fermer pour remplacer par une société qui n'existe pas, qui n'a jamais existé. Donc la réussite de l'usine du Sud, ce sont les emplois créés. Et je dirais même, pour me dire du bien de l'usine du Nord, que ce qui est bien dans l'usine du Nord, c'est qu'il y a une usine. C'est-à-dire que malheureusement, elle marche pas, malheureusement tout le monde est endetté, etc. Mais au moins, il y a une usine. Et ce qui marche, c'est ça. C'est parce qu'il y a des salariés, des sous-traitants qui sont employés, qui payent des impôts, des cotisations sociales. C'est ça qui fait la richesse d'un pays ou d'une province. Et donc Vallée fait la richesse, avec la SLN, fait la richesse de la province sud. 3000 emplois, c'est colossal. C'est plus de 10% du PIB de la Calédonie. Vous vous rendez compte ce que c'est? Oui. Alors, on vous mettra, on vous mettra pas d'accord ce soir sur la vision nickel, ça c'est sûr, on n'y arrivera pas. Je voudrais qu'on revienne quand même donc à l'usine du Sud, puisque c'était ça le sujet de notre émission. C'est vrai que l'État
a un rôle central dans cette transaction, puisqu'elle amène 60 milliards de francs pour un tour de table à 120 milliards. Et donc, il peut peser énormément dans le choix d'un repreneur. Joël Casarero, vous pensez que l'État était à la hauteur des enjeux sur ce dossier qui est évidemment politique, très économique et aussi très politique? Oui, alors moi, ce dont j'ai mal à suivre, en fait, c'est la vision de l'État par rapport au discours politique et par rapport à l'alignement de la vision au niveau de la désindustrialisation et de la vision du nickel étant stratégique. Là, on va finalement monter, en fait, de manière symétrique, la même type de configuration d'usine que ce qu'il y a dans le Nord, et dont Monsieur Bretigny connaît la réussite, et alors que l'ASLN, filiale d'Eramet qui est possédée par 27% par l'État, est en train de mourir tranquillement. Il y a pas de réinvestissement. Il y a aussi un problème vis-à-vis de la NCE, de la centrale qui sera à gaz, alors qu'on est en pleine transition écologique, et aussi il y avait une vision disant il faut investir dans le vert, il faut investir dans le renouvelable et pas dans les carbones. Et là on fait le contraire. On est en train de faire le contraire. C'est-à-dire qu'on est en train d'aligner une vision qui est en contradiction. Alors c'est absurde. Avec les propos et avec la vision présidentielle et avec la vision et les investissements, parce que derrière s'aligne l'AFD, les banques, etc. Et même la vision européenne. Vous avez dit là dans vos derniers posts sur Facebook, depuis 20 ans, l'absence de stratégie industrielle des gouvernements successifs a conduit la France à afficher le plus grand taux de désindustrialisation des pays européens, et vous fustigez effectivement l'incohérence de la politique nickel de la France dans le dossier Vale, alors qu'elle aurait pu jouer une carte dans le fameux Airbus des batteries. Exactement. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous dire que la France aurait dû positionner son dernier groupe minier, en l'occurrence Eramet, sur le dossier? Ah oui, tout du moins, en tout cas, trouver une solution qui puisse être avantageuse au niveau français. Parce que après tout ça, c'est de l'industrie. On a un savoir-faire. Monsieur Bretigny disait, on a un savoir-faire, on a des ingénieurs, etc. Et on va les perdre. Qu'est-ce qu'on fait après? Alors, si on fait après, on post-nickel. Mais à ce moment-là, il faut pas investir dans Trafigura. Il faut investir en offshore pour remettre de la valeur ici et penser à l'après-nickel. Parce que quand on investit dans le nickel, on consolide des emplois, mais des emplois qui sont toujours nickel. C'est-à-dire que si on veut penser à l'après-nickel, il faut faire le fameux fonds qui n'existe pas. Fonds pour génération future. Exactement. Et investir dans des technologies et dans le futur. Et pas dans ce qui peut se considérer comme du passé. Raphaël Mampou, c'est vrai qu'Eramet maîtrise l'hydrométallurgie puisqu'elle exploite une usine avec un Chinois en Indonésie à Weda Bay. Est-ce que ça pourrait être un partenaire? Écoutez, c'est un peu tard aujourd'hui pour y penser. Hein. C'est un peu. On nous parle d'un deuxième partenaire, d'un plan B, pourquoi pas? Oh, pourquoi pas, mais il y a d'autres partenaires, je pense. Hein. C'est vrai que l'hydrométallurgie, tout le monde ne le maîtrise pas. Hein. Il y a très peu alors, tout le monde maîtrise jusqu'au NHC. Là où il y a beaucoup de confusion aujourd'hui, on a l'impression que les NHC vont servir directement à la fabrication de batteries. Non. Le NHC, on a besoin de raffiner le NHC après. Et donc, oui, il y a beaucoup de gens qui produisent le NHC, mais il y a très peu qui font de la raffinerie. Donc, c'est pour ça que nous, on milite pour qu'il y ait un vrai industriel. Et sur le rôle de l'État, vous trouvez qu'il a vu ce problème trop sous un angle socio-économique? Quel est votre point de vue? Oui, l'État a loupé une occasion de montrer quelle est la puissance de tutelle qui peut protéger l'avenir des Calédoniens. Parce que c'est ce que j'entends souvent. Sans l'État, on ne pourra pas survivre dans ce monde du Pacifique avec les intérêts chinois, etc., etc. Là, l'État a loupé un coche. L'État, en laissant faire, comme il a fait Vale, parce que Vale a dicté sa loi depuis le début. On est sous la loi de Vale. Des multinationales, c'est vos termes. Vale-Monde l'État a démissionné carrément. Donc, je vois pas comment l'État pourrait nous aider dans l'avenir à protéger nos intérêts. Parce que je considère que là, l'État est totalement absent. Donc, est-ce que c'est un choix délibéré de l'État? Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous, Pierre? C'est quand même extraordinaire. L'État dépensait des dizaines de milliards
Je crois qu'il y en a plus de 50 milliards là pour récemment, sans compter le passé. Oui, son exposition qui a même été mise en cause par la Cour des comptes sur l'exposition des Français. C'est quand même extraordinaire, c'est que l'État qu'il donne ou qu'il prête, etc., ne récupérera pas cet argent. Donc l'État, si les 3 usines existent encore en Calédonie, c'est parce que l'État l'a aidé. Mais là, sur cette usine, l'État met 500 millions d'euros. Donc ça veut dire que l'État avait moyen de peser sur le choix d'un repreneur. Ah oui, mais attendez, où on veut qu'il pèse, ou on veut pas qu'il pèse. Oui, mais vous, parce que votre point de vue. Je peux pas reprocher, je peux parler ou sans à chaque fois être coupé. Oui, vous énervez. Merci, Raphaël. Oui, vous pouvez parler. Monsieur Mapou, mais si, non. Allez-y. Pas reprocher à l'État de ne pas intervenir et d'intervenir. Il faut choisir. Donc jusqu'à présent, l'État est intervenu. Et l'État va continuer à intervenir, parce que l'État sait bien que s'il n'est pas là, il faut le facilitateur. Et s'il n'est pas là pour aider à la reprise, c'est-à-dire à mettre encore beaucoup d'argent, notamment parce qu'il prend garde à la sécurité publique, parce qu'il a une responsabilité dans la sécurité publique, pour le barrage Lucie, pour le projet Lucie, il va être obligé de mettre de l'argent, et donc il veut être sûr que cet argent ne soit pas perdu. Et il a derrière lui la Cour des comptes, son opposition, etc., qui va veiller à ce que cet argent ne soit pas perdu. Et donc l'État a estimé que le projet Sofinor, Corée Zinc, il n'allait pas le soutenir parce que c'était pas le choix de Vallée, que ça ne marcherait pas. Donc il a choisi de soutenir le projet Trafigura. Le projet du consortium Trafigura Intérêt Calédonien. Vous n'êtes pas d'accord? C'est la vérité, c'est une symphonie, ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'État, pourquoi je dis que l'État n'a pas joué son rôle? Parce que depuis le début, si c'est l'État protecteur, comme on nous le dit, eh bien, en ce qui concerne le devenir de cette usine, l'État aurait conseillé les décideurs calédoniens, ils auraient pris la responsabilité d'aiguiller, en tout cas de faire en sorte que l'appel d'offres international qui a été lancé puisse être conduit dans les meilleures conditions possibles pour la Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que l'État a fait finalement? Antonin Berry a été voir l'État et il a dit les 20 milliards que Vallée va vous rembourser, donnez-les-moi. Et ainsi de suite. Et il a aligné les 60 milliards. Ok. C'est ça que le seul rôle de l'État qu'on a donné à l'État aujourd'hui, c'est de financer, payer. Je vous rappelle quand même que le dernier rapport de la Cour des comptes dit que concernant les aides de l'État octroyées là, récemment, dans la dernière manche, c'est surtout l'usine du Sud qui a bénéficié. Et la SLN. 200 millions d'euros chacun. Et la SLN. Et la SLN. L'usine du Nord n'a pas eu cette aide-là. Il faut quand même qu'on rétablisse. Oui, l'usine du Nord n'a pas eu ce prêt. N'a pas eu ce prêt-là, les derniers prêts qu'il y a eu. Elle n'a pas eu. Non. L'usine du Nord n'a pas eu, c'est dans le rapport de la Chambre nationale des comptes. Ils ne seront jamais remboursés, ils le savent. Alors donc, pour moi, l'État a perdu l'occasion là. Si on voulait nous convaincre que l'État était présent pour défendre les intérêts calédoniens face aux Chinois, face aux Américains, etc., c'est bien là. Alors, comment il faut interpréter les intérêts de l'État selon vous? Quelle stratégie tu parles d'une stratégie avec la SLN. C'est vrai que la SLN a du mal, elle a du mal à s'en sortir. On ne sait pas quand ça va être le bout du tunnel. Bah oui, justement, moins mal que les deux. Comme elle n'a pas réinvesti dans son outil de production, il est en train de terminer sa vie. C'est une des plus vieilles usines au monde. Elle va demander chaque fois de passer avec du minerai. Parce que là, on gagne de l'argent quand on vend du minerai. Mais il n'y a pas de chaîne de valeur, donc il n'y a pas de retombée pour le territoire. C'est une cavalerie pour. Et voilà, on fait de la cavalerie. On va faire de la cavalerie pour la SLN. On va en faire pour d'autres activités, comme on en a fait aussi pour Vallée. Et c'est ça la catastrophe, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le bien commun qui est perdu. Et en fait, tout le monde perd. Alors, on arrive bientôt au terme de cette émission. Je voudrais quand même qu'on dise un petit mot sur les risques. On va quand même parler de la SLN et du projet. Oui. En 2 mots. On refera une émission si vous voulez. Je voudrais juste qu'on parle un petit peu des risques environnementaux parce que c'est aussi un point central quand même de cette usine. Il y a des points d'interrogation visiblement qui se sont soulevés concernant la stabilité du fameux barrage des résidus miniers. Dans le dernier relevé de décision de la table ronde du 3 décembre, on a annoncé la diffusion donc d'un rapport d'expertise de Mecater, qui est un bureau d'ingénierie spécialisé dans les infrastructures minières et industrielles. Est-ce que vous avez connaissance, Raphaël Mapou, de ce rapport? On a une discussion sérieuse qu'on va vendredi prochain sur l'ensemble du dossier. Donc j'ai pas plus d'éléments aujourd'hui, mais oui, c'est un vrai sujet d'inquiétude.
pour nous, l'une des raisons du départ de Valais de Nouvelle-Calédonie, c'est celle-là. Vous pensez que c'est le barrage qui a pesé compte tenu des accidents qu'il y avait eu au Brésil? C'est le barrage. C'est la conséquence de ce qui s'est passé au Brésil. L'héritage des barrages. La nouvelle direction de Valais a pris l'engagement d'ailleurs de démonter des barrages qui étaient montés de la même manière. Donc sur la structure du barrage, celui-là, est-ce qu'il ressemble à celui du Brésil? J'ai pas plus d'éléments. Certains disent, comme certains spécialistes disent, que c'est la même structure. Donc il y a certains rapports quand même qui sont alarmants. Donc moi je pense que le départ de Valais est en particulier lié à ça, mis à part sa stratégie globale de repli, etc. Donc ça reste le sujet important et qui nous fait peur, parce que 45 millions de mètres cubes dans le lagon, ça va partir dans tous les sens. Joël Casaro, vous pensez qu'il y a un problème de transparence là-dessus En tout cas, c'est un vrai sujet, l'environnement. On parlait tout à l'heure de populaire, c'est un sujet qui va concerner toutes les populations. Donc c'est le vrai sujet, c'est l'environnement. C'est-à-dire, comme c'est une activité qui est très intrusive, voire perturbante, la mine, elle a quand même un bouleversement sur l'écosystème. On essaie de le contrôler, etc. Après, il y a des choses qu'on ne possède pas forcément, mais c'est vrai que l'environnement, c'est une préoccupation, et c'était vraiment le sujet. À mon avis, c'est un sujet majeur au niveau politique, et donc la responsabilité en fait du régulateur, elle est cruciale là-dessus. Voilà. D'où la difficulté pour la province sud d'être à la fois dans le capital, alors que c'est aussi l'autorité de régulation. C'est ce que vous pensez aussi, Pierre Brézanier? En tout cas, d'où l'intervention de l'État sur ce sujet. Il est essentiel pour lui. Il y a la garantie financière et la garantie environnementale. Parce que, comme je vous l'ai indiqué, il y a un problème de sécurité publique là, qui est extrêmement grave. Donc l'État veut avoir l'œil sur la transaction. Il a choisi le projet qui lui paraissait garantir cette sécurité. Donc, estimer que les garanties environnementales apportées par le consortium étaient suffisantes. Ah bah oui, sinon il aurait pas donné sa signature. C'est pas votre avis, Raphaël Mappo? Je suis pas convaincu de cette analyse. Pour moi, c'était écrit d'avance. C'est toute une stratégie qui était déjà en place. Et donc, non, j'ai envie de dire que ça reste la question essentielle. Valais ne peut pas quitter la Calédonie sans qu'il y ait des discussions sérieuses sur son passif environnemental. Alors, on arrive bientôt au terme de cette émission. Je vais juste vous demander à chacun d'entre vous un petit mot de conclusion sur donc ce bourbier calédonien qu'est l'usine du Sud. Raphaël Mappo, qu'est-ce que vous auriez à dire? Je crois qu'il y a d'abord un premier constat qu'il faut que tout le monde, notamment les décideurs politiques et l'État, se rendent bien compte. Il y a premier constat, c'est qu'il y a un désaccord total. Et on vient de traverser, on est rentré dans une phase active d'un conflit. La bonne manière de stopper le conflit, c'est de trouver une solution pour que les deux parties se retrouvent. Quoi qu'on dise, quelles que soient les erreurs des uns et des autres, il y a les Kanaks qui sont de l'autre, et nous en faisons partie, les autochtones, et de l'autre, il y a la population non Kanak. Donc, comme par hasard, on retrouve les clivages politiques. Donc, il faut tout le monde constater qu'on est devant un vrai problème. C'est la première chose. Et donc, il faut considérer comme un préalable qu'il faut trouver qu'il n'y ait pas de vainqueur ni de vaincu. Ça, c'est un préalable, ça, si on veut résoudre le problème. Après, les autres, après, on pourra reparler du projet correctement. Ça suppose, c'est là où je regrette la position de l'État, ça suppose que l'État puisse dire à Valais Monde qu'on n'est pas à 2 mois près, qu'ils ne sont pas à 2 mois près dans la conclusion de cette affaire. Et moi, j'ai noté que ce que j'ai évoqué tout à l'heure, parce que la publication, le communiqué parle de conditions préalables. Je pense que dans les conditions préalables évoquées, il y a ça aussi, l'adhésion des populations. Je pense que, mais ici, on n'a plus la main ici. Les politiques n'ont plus la main, qu'ils soient présidents de province ou qu'ils soient. Alors, il faut, voilà. Je pense, voilà les deux. Joël, rapidement, un petit mot. D'abord, il faut rétablir le calme et rétablir surtout le dialogue
Et donc là, je pense que le rôle de l'État, effectivement, il est crucial. Et puis, il faut raison garder. Il ne faut pas se battre sur des choses qui ne sont pas aujourd'hui des problèmes de vivre ensemble. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment là, il y a un sujet environnemental, mais c'est pas le problème de. Il faut le découpler, Oui, même si ça ravive malgré tout. C'est ça, exactement. Mais il faut pas en faire un combat qui n'est pas, pour l'instant, ou en tout cas une lutte ou un conflit qui n'est pas du tout. Pierre Bretonnier, un mot de conclusion. Mot de conclusion, c'est que je suis bien aise d'entendre Raphaël Mapou dire qu'il il faut y avoir ni vainqueur ni vaincu. D'abord, il ne faut pas qu'il y ait de bagarre, il ne faut pas qu'il y ait de combat. Comme ça, il n'y aura pas nécessité de désigner un vainqueur ou un vaincu. C'est la première des choses. Donc, il faut cesser tous ces agissements qui s'apparentent fort à du terrorisme. La deuxième chose que je voudrais dire, oui, parce que le terrorisme, c'est le gouvernement par la terreur. Donc, c'est bien ça qu'on essaie de nous imposer, la terreur pour faire peur. Mais la deuxième chose que je voudrais souligner, c'est quand même la position de Sophie Nord, dont le président directeur général est André Dang. Et ce que veut en réalité André Dang, c'est s'emparer de Valais et s'emparer de la SLN. Voilà ce qu'il veut. Mais ça, c'est une idée fixe chez vous. Non. Alors, non, c'est une idée fixe chez Dang. Vous confondez. Non, je vais pas vous offrir une nouvelle tribune pour. Dommage, je pense que vous en avez déjà eu beaucoup. Messieurs, je vous remercie tous les trois d'avoir participé à ce débat. Quant à nous, on se retrouve l'année prochaine. Belle soirée.